Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à l'issue de l'Assemblée générale de TDIE pour ce débat qui, dans quelques instants, va permettre d'approfondir la question des conséquences de la réforme territoriale sur les transports. On peut dire, messieurs les présidents, que vous avez le nez creux parce que vous organisez toujours des événements alors que l'actualité est assez riche. À croire que c'est vous qui faites le teasing avec tout ce qui se passe depuis ces quelques jours. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais je vais demander, avant de vous présenter un peu le programme de ce débat d'une heure et demie, je vais demander à Jérôme Nanty, secrétaire général de Transdev, de venir vous accueillir ici au siège de la Caisse des dépôts. Merci Gilles, messieurs les présidents. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Transdev à la Caisse des dépôts. Alors vous savez que Transdev est une filiale aujourd'hui à 50% de la Caisse des dépôts et de Veolia, mais que nous avons bon espoir, même si les nouvelles d'aujourd'hui retardent un peu cet espoir, que la Caisse des dépôts puisse très rapidement devenir l'actionnaire majoritaire de Transdev. Et puis pour y avoir passé 6 ans avant de rejoindre Transdev, je me sens aussi un peu chez moi ici, et donc bienvenue dans ces locaux. Le thème de cette table ronde est évidemment un thème qui nous intéresse au premier chef, puisque nous sommes directement concernés par les enjeux, et notamment alors évidemment par les enjeux des élections à venir, mais au-delà des élections, par les enjeux de la réforme territoriale, par le fait qu'elle va voir émerger probablement une nouvelle génération d'acteurs à la tête des exécutifs régionaux, qu'il va falloir travailler avec de nouvelles compétences, imaginer de nouvelles articulations entre les différentes collectivités, avec des régions qui seront d'une taille différente de celle d'aujourd'hui. Donc pour des opérateurs comme nous, ça veut dire qu'on devra, et on a commencé à le faire, réfléchir à une articulation différente de nos offres. Donc on s'y prépare. On s'y prépare avec une organisation régionale qui va être révisée et adaptée pour tenir compte de cette nouvelle structure. On s'y prépare aussi sur le plan de l'offre de transport que nous serons demain capables d'offrir aux régions, et notamment une offre dont on espère qu'elle pourra aussi rapidement que possible intégrer des expérimentations en matière de ferroviaire régional dans le cadre de l'expiration des actuelles conventions et dans la droite ligne du rapport Duron, dont nous avons complètement soutenu les conclusions sur la partie TET. Alors, je voudrais dire juste un mot sur le sujet des relations contractuelles entre les régions et les opérateurs, d'autant plus que l'UTP a répondu récemment à un questionnaire de l'ARF, que c'est Jean-Marc Janaillac, en tant que président de l'UTP pour encore quelques jours, qui avait signé cette réponse. Et on voudrait souligner certains points qui reviendront peut-être dans la discussion. Le premier, c'est que probablement, dans la construction du cadre contractuel entre les régions et les opérateurs, il faut intégrer les différents modes, mais en les traitant avec leurs spécificités. Et probablement qu'on ne peut pas demain traiter le routier comme on traite le ferroviaire, et que les spécificités, notamment en matière de durée, des différents modes de transport devront être intégrées dans ce cadre. Ensuite, que le contrat, c'est la base de la relation entre l'autorité organisatrice et l'opérateur, que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de l'utilisateur final, qui est le passager. Ensuite, que le fait de choisir demain la délégation de service public ou le marché public, c'est pas neutre, que ça aura un impact sur le partage des rôles et des obligations entre les différentes parties. Puis enfin, pour dire que la clé de la réussite de ce nouveau dispositif, ça sera la transparence, parce que la transparence, c'est la clé de la confiance, et que de ce point de vue, toutes les obligations qui s'imposeront aux délégataires en matière d'information, de transparence, de reporting, seront extrêmement importantes, et qu'évidemment il faudra qu'elles soient respectées. Alors pour conclure, et puis avant de laisser la place aux discussions, d'abord je vais être un tout petit peu opportuniste, rappeler que Transdev a lancé récemment, la semaine dernière, une nouvelle offre de car longue distance qui s'appelle le Easy Lines,
dans le cadre de la loi Macron. C'est-à-dire qu'en clair, nous serons prêts à J+1 de la promulgation de cette loi, que contrairement à ce que nous avons pu lire ici et là, cette nouvelle offre n'a absolument pas comme objectif, et elle n'aura pas comme conséquence, de déstructurer l'offre de TER en France. C'est plutôt très clairement le covoiturage, et puis dans une certaine mesure, sur les lignes radiales, les lignes à grande vitesse qui pourront être impactées par la concurrence de ce nouveau mode de transport, mais en aucun cas les lignes régionales, mais que pour autant, et je conclurai là-dessus, et nous avons pour cela l'exemple des lignes régionales que nous opérons en Allemagne, il faut que cette offre abordable, écologique, dynamique, pousse demain à aller encore plus vite dans l'ouverture à la concurrence du rail régional, parce que c'est comme cela qu'on pourra le rendre plus compétitif et plus attractif. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, et une nouvelle fois, nous sommes absolument ravis de vous accueillir ici. Merci Jérôme. Effectivement, quelques pistes pour notre débat que nous allons tenir tout à l'heure, avec un président de conseil départemental, Yves Cratinger, un député, Philippe Duron, un sénateur, Louis Nègre. Je ne cite que vos principales responsabilités. Et puis Dominique Overlo, qui est directeur du département développement durable de France Stratégie. Et c'est justement lui qui va nous permettre de plonger dans le grand bain de cette nouvelle organisation territoriale, avec une vingtaine de minutes, Dominique, pour nous présenter un peu les grands enjeux et les clés d'analyse de cette réforme et de la question territoriale VS Transport en France aujourd'hui. Merci, bonsoir à tous. D'abord, un grand merci à TDIE de m'avoir invité à effectuer cette présentation et à venir finalement partager avec vous quelques réflexions sur la nouvelle organisation territoriale, sur les nouvelles régions et sur ce que cela implique en matière de transport. Le temps qui m'est imparti est d'une vingtaine de minutes, ce qui est assez court, donc je vais essayer d'aller assez vite, d'aller à l'essentiel, sans éventuellement modérer mes propos sur un certain nombre de points. Ces propos pourront donc être discutés après l'exposé initial. Mon exposé comprendra 3 parties et sera très simple. Il partira d'une première partie qui est une réflexion sur la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance économique aujourd'hui dans notre pays? Comment se traduit-elle de manière territoriale? Deuxième réflexion, elle vous présentera une analyse menée au sein de France Stratégie sur la cohérence économique des nouvelles régions. Sont-elles cohérentes? Ne sont-elles pas cohérentes? Un certain nombre de départements sont-ils bien placés? Sont-ils mal placés? Devraient-ils être ailleurs? Troisième réflexion, 5 enjeux pour des transports au service des nouveaux territoires régionaux. C'est donc le plan que je vais adopter. 1, croissance économique. 2, cohérence économique régionale. 3, demain les transports en région. Et 4, conclusion. Je suis à France Stratégie, donc je rappellerai un certain nombre d'enseignements qui remontent à l'ouvrage que nous avons remis au gouvernement sur la France dans 10 ans, avec 5 constats, dont les 3 premiers, dont 2 sont indépendants des transports ou peu liés au transport, une France avec des échelons administratifs difficilement compréhensibles, et une France particulièrement pessimiste, qui ne croit plus en la croissance, qui croit peu, ou qui n'a plus tellement confiance dans ses hommes politiques, quels qu'ils soient, et qui n'attache qu'une faible importance à l'environnement et à l'Europe. Les 3 autres constats sont directement ou indirectement liés au transport, mais doivent avoir une traduction dans le transport. Le premier, c'est notre perte de compétitivité. La France a perdu en compétitivité par rapport à ses voisins, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans l'industrie manufacturière, nous avons un coût semblable à celui de l'Allemagne. Par contre, dans le service des transports et de la logistique, notre coût est 30% plus élevé qu'en Allemagne. Et nous réussissons même ce paradoxe remarquable, qui est d'avoir des coûts plus élevés et des salaires parfois moins élevés que chez nos voisins. Deuxième constat,
c'est celui d'une cohésion sociale qui est de plus en plus menacée, ou de moins en moins forte, avec des ascenseurs sociaux qui ne fonctionnent plus très bien, l'éducation nationale, la formation professionnelle, et des populations qui vont avoir tendance à se sentir reléguées, tendance à se considérer comme à l'écart. Je pense en particulier aux populations rurales et périurbaines qui vont donc être tentées par le vote extrême. Enfin, troisième point, et c'est une banalité, mais c'est une banalité que nous allons devoir affronter pendant de nombreuses années. Nous sommes une France qui dépense trop. Nos dépenses publiques sont de 57 points de PIB. Pour une efficacité publique qui n'est guère meilleure que nos voisins, nous devons en particulier réduire nos dépenses sociales d'environ 5 points de PIB. Donc nous devons réduire nettement nos dépenses publiques dans tous les domaines dans les prochaines années. Premier point, la croissance économique et les régions. À travers ce premier point, je veux essayer de vous présenter une vision du modèle économique que nous envisageons pour expliquer finalement ce nouveau découpage territorial. Par le passé, nous reposions sur ce que j'appellerais un modèle colbertiste de la croissance, dans lequel de grands programmes nationaux, TGV, nucléaire, télécom, étaient décidés à Paris, conduisaient à des ruptures technologiques, étaient confiés à des entreprises de taille nationale, dans un régime de quasi-monopole, qui avait un certain mal parfois à s'exporter. Et après, une fois la décision prise et le produit développé, le lieu de production était réparti sur la France dans un aménagement du territoire datarien bien compris, et c'était comme cela que s'organisait la croissance en France. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans ce modèle de croissance. Nous sommes passés dans un modèle finalement où il n'y a plus de grands programmes nationaux, où ce sont des innovations qui doivent se faire dans les pôles de compétitivité, qui doivent se faire en croisant la recherche, l'enseignement supérieur et l'industrie dans les pôles de compétitivité et surtout dans les métropoles. Les métropoles, par l'effet d'agglomération, vont bénéficier d'une productivité de plus en plus forte à mesure que la densité d'emploi augmente. C'est l'équation que je vous ai mise en bas très rapidement. Densité d'emploi multipliée par 2 égale enseignement de la nouvelle économie géographique, productivité augmentée de 2 à 10%. Donc, intérêt, par un effet d'agglomération, de regrouper les activités dans les métropoles. D'autre part, point important à conserver en mémoire, dans une dynamique mondiale, dans la mondialisation, seules les entreprises en première division ou en Ligue des champions peuvent survivre. Donc de là l'importance d'avoir des métropoles au top niveau de la croissance et au top niveau de leur spécialité. La carte que je vais vous présenter ensuite est une carte qui va chercher à vous montrer en rose ce que sont les lieux, les aires urbaines où il y a le plus de population créative. Par population créative, nous entendons les architectes, les ingénieurs, les chercheurs, les managers, les architectes, et vous allez voir tout de suite que cette population créative, donc cette population qui va être source d'innovation, nous la retrouvons où ? Nous la retrouvons dans environ 10 à 15 métropoles sur l'ensemble du territoire français. Et ce sont bien ces métropoles qui possèdent les densités de personnes créatives les plus élevées. Donc de là le schéma économique auquel on arrive pour favoriser la croissance, qui est un schéma dans lequel c'est la métropole qui crée la richesse, métropole qui va bénéficier au fur et à mesure de l'effet d'agglomération d'une main-d'œuvre de plus en plus compétente, de services à l'industrie, de sous-traitants déjà formés, métropole qui va bénéficier également d'un écosystème innovant, favorable au développement de la croissance. Et c'est cet effet d'agglomération qui va avoir tendance à dégager des zones ou des métropoles de plus en plus riches qui vont être la source de la richesse et de la croissance. Et on constate d'ailleurs le même effet quand on regarde la géographie économique de l'Europe sur une vingtaine d'années. Donc, dans cette vision du territoire, on envisage une dizaine ou une quinzaine de régions, avec chacune sa métropole, à la métropole finalement de produire la croissance, et à la région et au département
de diffuser cette croissance sur l'ensemble du territoire, de façon à ce que nul ne soit oublié et à ce que l'ensemble du territoire puisse avancer en même temps. Deuxième partie de mon propos, nous avons cherché, ou deux personnes de France Stratégie, Anne Pollard et Claire Bernard, avec Anno Amabilé de Paris Dauphine, ont cherché à regarder, à porter une analyse, un diagnostic sur la cohérence économique des nouvelles régions. Cette cohérence économique, c'est finalement l'idée que plus les échanges économiques sont importants entre les départements d'une même région, plus la politique économique régionale va être homogène et va avoir tendance à se mettre en œuvre et tendance à avancer de manière plus facile. Ces échanges économiques, ils ont cherché à les étudier à travers deux indicateurs, les déplacements domicile-travail et le lien d'actionnariat ou finalement le lien entre une entreprise et ses actionnaires, et avec trois questions qu'ils se sont posées. Existe-t-il des départements isolés, c'est-à-dire des départements ayant peu de liens avec les autres départements, des départements un peu en autarcie? Existe-t-il des départements qui sont attirés par les régions voisines, donc qui vont plus travailler avec les régions d'à côté qu'avec la région à laquelle ils appartiennent? Sous-entendu, est-ce qu'il faut les déporter dans la région voisine? Et troisièmement, est-ce qu'on a réduit le nombre de départements qui sont plus ou moins attirés par les régions voisines? Nous aboutissons à des cartes de ce type, avec en bleu foncé ou en vert foncé les régions sur lesquelles il y a le plus de liens d'actionnariat ou de liens domicile-travail à l'intérieur de la région. Je vais vous en présenter les résultats. Le premier résultat que l'on obtient, c'est que l'on constate que sur le territoire français, un certain nombre de départements ont des intensités, ont des échanges économiques faibles avec les départements qui leur sont voisins, donc avec les autres départements. Donc ce sont un peu des départements repliés sur eux-mêmes. Nous en avons environ une trentaine et 6 principaux qui sont les Hautes-Alpes, le Cantal, la Charente-Maritime, la Creuse, l'Indre et la Lozère, avec peut-être aussi une activité économique plus faible pour certains d'entre eux. Donc, premier résultat, attention, nous avons un certain nombre de départements un peu isolés sur le plan économique. Deuxième point, ils ont regardé, les liens économiques, non plus vis-à-vis des autres départements, mais les liens économiques, soit par rapport à la région à laquelle ils appartiennent et par rapport aux autres régions. Y a-t-il plus de liens vis-à-vis des régions voisines ou vis-à-vis de l'intérieur de la région? C'est le deuxième résultat auquel nous aboutissons, que je traduis par des départements soit tournés vers la région à laquelle ils appartiennent, soit tournés vers l'extérieur de la région. Et nous aboutissons au fait que dans le nouveau découpage, le nombre de départements tournés vers une autre région est plus faible qu'avec l'ancien. Donc nous avons simplement 16 départements dans le nouveau découpage territorial tourné vers l'extérieur, plutôt que 24 auparavant, ce qui est plutôt un bon résultat. Troisième résultat, c'est la colonne de droite. 16 départements sont néanmoins plus tournés vers la région voisine. En particulier, 4 sont tournés vers la région voisine, à la fois pour les liens d'actionnariat et pour les liens domicile-travail. C'est le Cantal, c'est le Gard tourné vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est l'Orne et la Sarthe, tournés chacun l'un vers le nord, l'autre vers le sud. Quatrième résultat, il a consisté à s'intéresser au degré de cohérence de chaque région. Est-ce que des régions comportent un grand nombre de départements qui sont finalement tournés vers l'extérieur, donc dont les départements ont tendance à avoir des liens économiques avec d'autres régions? Nous constatons de manière extrêmement résumée que l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont des territoires dont tous les départements travaillent ensemble à l'intérieur de la même région, de la nouvelle région.
Donc les départements sont bien intégrés dans le nouvel espace régional. À l'inverse, un certain nombre de régions comportent 2, voire 3 départements qui sont plus tournés vers d'autres régions, en particulier l'Aisne vers la région Champagne, Ardennes, Alsace, pardon, Lorraine, vous m'avez compris, l'Oise vers l'Île-de-France, le Bourgogne-Franche-Comté avec la Nièvre, effectivement, tournée vers la région centre, Saône-et-Loire tournée vers la région Rhône-Alpes, et le centre Val-de-Loire qui comporte aussi 2 départements qui, là encore, sont tournés vers l'extérieur, le Cher et l'Eure-et-Loire. 5e résultat, dans les découpages que nous pouvons faire, nous n'arrivons pas avec, ou ils n'arrivent pas, je corrige, avec, en gardant le même nombre de régions, à avoir un meilleur découpage qui conduise à réduire le nombre de départements qui pourraient avoir moins le nombre de départements qui pourraient être tournés vers d'autres régions. Donc il n'existe pas de carte optimale à 13 régions, mais plusieurs options différentes. En conclusion, ils ont abouti à 2 résultats. Le nouveau découpage régional diminue le nombre de départements subissant des forces centrifuges, donc tournés vers l'extérieur. 2e résultat peut-être plus intéressant. Pour les départements demeurant peu insérés dans leur région ou tournés vers une autre région, les pouvoirs publics devront mettre en œuvre des politiques économiques favorisant les liens avec le reste de la région. Je pense en particulier aux politiques de transport, à la mobilité des étudiants, au développement économique, avec des départements peu insérés, les 6 de départ, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Creuse, Indre et Lozère, et des départements tournés vers une autre région, Cantal, Gard, Orne et Sarthe. Si j'en viens maintenant au transport en région, et avec une certaine difficulté compte tenu de l'évolution des textes réglementaires en matière de transport, qui est parfois difficile à suivre, j'arrive probablement à 5 enjeux pour ces nouvelles politiques régionales de transport. Le premier enjeu est probablement de donner vie à ce nouvel espace régional grâce au transport, avec 2 idées probablement. Une première idée qui est de desservir efficacement l'ensemble du territoire, donc de jouer la solidarité, en particulier des départements peu ou mal intégrés, et ce à plus de 2 heures de la capitale régionale. Et idée de croissance économique, de privilégier la desserte des lieux d'innovation et de création de richesse, en particulier les métropoles et les pôles de compétitivité. Si je prends l'analyse du Conseil d'analyse économique d'Askenazi et de Martin de février de cette année, c'est le premier paragraphe en noir disant qu'une politique territoriale doit chercher à maximiser la dynamique de croissance d'un pays en facilitant la concentration des activités dans les métropoles et en investissant dans la lutte contre les effets de congestion. Et il recommande de concentrer la politique du logement sur les zones tendues et d'investir dans les transports publics métropolitains plutôt qu'interurbains. Donc eux poussent la logique jusqu'au bout de la croissance du territoire et d'une politique de transport en faveur de cette croissance du territoire. Autrement, j'avoue que personnellement, je préfère conserver les 2 axes, desservir efficacement l'ensemble du territoire, mais également privilégier donc la croissance et la desserte des lieux d'innovation. Autrement dit, il faut quand même chercher à prévoir les déplacements, en particulier économiques de demain. Il est clair que le réseau ferroviaire a été conçu avant-hier, bâti hier, et nous en disposons aujourd'hui, et ce n'est pas forcément le réseau le plus adapté à la croissance ni à la desserte des pôles de compétitivité. Ce qui veut dire envisager demain les complémentarités entre les différents modes de transport. Je ne vous en donne qu'un exemple dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Toulouse et Montpellier sont, je crois, séparés par un peu plus de 200 km, 240, 260 par la route, ce qui veut dire possibilité de mettre en place un certain nombre de lignes d'autocars loi Macron, mais possibilité aussi naturellement de les desservir par le transport public
ferroviaire notamment, et ça va être à la région d'imaginer effectivement les déplacements les plus efficaces pour relayer de manière performante Montpellier et Toulouse, de manière à ce que ces deux villes, à ce que ces deux métropoles puissent travailler effectivement ensemble. Les outils, le nouveau SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui sera prescriptif et au niveau régional, sera bien évidemment l'un des éléments clés de ce dispositif. Il nécessitera de s'appuyer sur l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité et de prendre en compte les besoins de déplacement de l'ensemble des générateurs de mobilité, universités, centres de recherche, petites villes. Ça implique à la fois d'avoir une vision régionale, mais aussi de partir d'une vision bottom-up et de partir des générateurs de lieux, générateurs de déplacement. Deuxième enjeu, c'est de donner vie, de donner corps à cette politique de déplacement et de s'intégrer naturellement dans la révolution numérique en mettant en place au niveau régional une plateforme numérique permettant d'informer en temps réel tout le monde sur l'efficacité sur les transports en temps réel, permettant aussi à chacun de développer ses applications pour que la plateforme soit la meilleure possible. Plateforme qui doit, je le répète, j'ai l'impression de me répéter, être bâtie, conçue avec l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité dans le territoire régional, si l'on veut qu'elle soit efficace. Troisième enjeu, c'est la lutte contre le changement climatique. Cette lutte contre le changement climatique, il est clair qu'elle va très rapidement associer très fortement les régions. Ce tableau est peut-être compliqué, ne retenez qu'une idée. C'est que si nous continuons à émettre au plan mondial autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui, nous en avons au maximum pour 25 ans ou 30 ans avant de dépasser les 2 degrés en fin de siècle, qui sont un seuil désastreux pour la planète. Ça veut dire que nous devons réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre et les régions seront très rapidement, très fortement impliquées dans cette lutte, avec pour moi 2 leviers principaux par rapport à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le premier levier, c'est l'amélioration technologique des moteurs thermiques. C'est le 2 litres au 100 aux environs de 2030 qui va nettement réduire les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité. Deuxième étape, 2030, 2035, 2040, c'est l'idée d'interdire progressivement le centre-ville le centre des villes, le centre des aires urbaines aux véhicules thermiques, en l'annonçant suffisamment longtemps à l'avance pour que tout le monde puisse prendre ses dispositions, même les ménages les moins fortunés, avec l'idée que ces 2 axes doivent être relayés naturellement par le développement des transports publics, non polluants de préférence, par des actions de planification urbaine et d'aménagement du territoire pour éviter des effets de rebond, et par une contribution climat-énergie qui donne à tous une idée d'un signal prix carbone dans l'économie et qui donne à penser à tous à cette idée de lutte contre le changement climatique. Quatrième enjeu, on l'associe moins généralement quand on parle de transport, c'est néanmoins celui du vivre ensemble. Le vivre ensemble est effectivement, je l'ai annoncé dès le début, nettement menacé dans notre pays ou nettement remis en cause. Donc de là l'importance des transports dans cette amélioration du vivre ensemble. Le transport ne suffit pas, mais le transport est un des éléments de ce vivre ensemble. Donc de là l'idée de desservir le plus correctement possible, entre guillemets, le périurbain et le rural, de desservir les départements à la frontière des nouvelles régions et de permettre à tous les ménages de se déplacer. Ce vivre ensemble peut être d'autant plus menacé dans le cadre de régions plus vastes qui peuvent renforcer le sentiment d'isolement, voire de relégation d'un certain nombre de populations. Il peut être également renforcé par la fermeture nécessaire d'un certain nombre de lignes ferroviaires qui sont aujourd'hui de moins en moins utilisées. Cinquième enjeu, pour mémoire, c'est celui pour des régions de suivre le rythme de déploiement des technologies et de l'adapter au progrès technologique.
si je prends un exemple, celui des bus électriques, développer une flotte de 100% de bus électriques au 1er janvier 2016 serait extrêmement coûteux, au moins 2 fois le prix des bus diesel. Ne le développer qu'en 2040 compromettrait nos chances de développer une filière d'excellence. Donc de là l'idée de trouver un rythme de développement des bus électriques qui soit lié, associé au rythme de développement de la technologie correspondante. Conclusion, très rapidement, les régions sont donc confrontées à 2 contraintes extrêmement dures, celle des finances et celle de la lutte contre le changement climatique. Elles doivent inventer un nouveau territoire et créer une nouvelle cohérence économique régionale, ce qui donne 2 opportunités, celle de cette nouvelle identité régionale et de son développement économique à inventer, celle d'un développement durable des transports au service de cette nouvelle identité régionale et de la croissance économique associée, et ce qui donne aussi énormément de travail à certains, et je pense en particulier à TDIE, pour préciser un certain nombre de points, notamment à TDIE. Que peut contenir notamment ce nouveau schéma prescriptif? Quelle peut être cette gouvernance des transports entre régions, métropoles, départements et États? Quel peut être le système numérique régional dont toutes les régions auront besoin demain? Merci beaucoup. Merci Dominique. Beaucoup de choses dans cette sorte de préambule ou d'introduction à nos débats. Vous pourrez tout à l'heure poser des questions à Yves Cratinger, Philippe Duron et Louis Nègre, mais on va peut-être commencer avec Philippe Duron par d'ailleurs le point de départ de Dominique Overlo, qui est la métropole au centre de la nouvelle conception de l'organisation territoriale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette vision des choses? Est-ce que c'est un point de départ qui vous semble efficace et qui permet de concevoir ensuite les choses de façon globale, en raccrochant éventuellement après les wagons, la ruralité, le périurbain, etc. Est-ce que cette vision des choses vous semble la bonne et correcte? Écoutez, je pense que tout d'abord je voudrais remercier Dominique de sa présentation. Je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas ce truc, oui, ça marche. De sa présentation, remercier Yves aussi, Yves Cratinger, ancien sénateur et président de conseil général, de nous avoir rejoints, parce que lui, il est, j'allais dire, directement confronté à ces problématiques territoriales, et dire tout d'abord qu'effectivement, il n'y a pas de découpage parfait. Il n'y a pas de découpage parfait, et que tout découpage porte en lui une part d'arbitraire. Mais il faut découper vite, il faut faire en sorte que les lois de réforme territoriale aillent vite. C'est ce que disait Gaston Defferre pour la décentralisation, parce qu'autrement, le risque, c'est qu'elle ne se fasse jamais. Donc il faut prendre les choses comme elles sont. La question des métropoles et la question des capitales régionales est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dont on n'a peut-être pas mesuré la totalité des conséquences quand on a fait la loi. En effet, il faut une capitale régionale, il faut, j'allais dire, un réacteur dans le nouveau territoire. Mais jusqu'à présent, on va, comme cela, passer de 2, 3 capitales régionales à une seule capitale régionale. La plupart des capitales régionales s'étaient inscrites dans un processus métropolitain. Elles avaient joué, depuis la stratégie de Lisbonne, le jeu de l'innovation, le jeu de l'économie de la connaissance, le jeu de la recherche. Et elles vont se trouver confrontées à une évolution des centres de décision. Elles vont se trouver confrontées à je dirais, un renforcement des nouvelles capitales et peut-être à une concentration à la fois des pouvoirs de décision, mais aussi des intelligences et des capacités d'innovation. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on va faire des anciennes capitales régionales et surtout pas les mettre en difficulté, parce que là, je pense qu'elles auraient un vrai sujet de perte d'influence, mais aussi de perte d'efficacité. Et on a vu que dans la dernière crise économique, c'est Davzi qui le montre, les capitales régionales, les villes métropolitaines, les villes qui avaient non pas métropolitaines au sens de la loi, mais métropolitaines au sens
des compétences, au sens des, comment dirais-je, oui, des compétences, eh bien ces villes-là avaient beaucoup mieux résisté à la crise économique. Si demain elles perdent une partie de ces compétences, je crains qu'elles ne soient en difficulté et que sur les territoires qu'elles commandent, il y ait des phénomènes difficiles. Alors bien évidemment, ces sujets concernent les anciennes capitales régionales, ces sujets aussi vont concerner les territoires qui les entourent. Je ne parlerai pas de la ruralité parce que Yves est bien mieux placé que moi pour en parler, mais c'est un premier sujet difficile et c'est un premier sujet qu'il faut traiter au fond. Justement, Yves Crattinger, votre département a été cité tout à l'heure, d'ailleurs rapidement par Dominique Overlo. Comment vous voyez Je crois pas. Ah, juste un... Je l'ai vu peut-être, non? Moi que vous m'ayez cité comme étant président de Saône-et-Loire, puisque je me retrouve souvent au-dessus de Lyon, vu de Paris ou d'ailleurs, oui. En tout cas, vous présidez un département qui cumule pas mal de facteurs qui ont été cités par Dominique Overlo. Comment vous voyez cette nouvelle organisation territoriale du point de vue du département, du vôtre par exemple? Enfin, on ne peut pas regarder l'organisation territoriale vue du département, vue de la région, vue des métropoles, vue je ne sais où, vue de mon tracteur ou je sais quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas le débat. Si chacun regarde midi à sa porte, ça ne va pas marcher. J'ai écrit plusieurs rapports sur les sujets qu'on aborde. Un premier qui s'appelait « Faire confiance à l'intelligence territoriale ». Et puis plus j'entends, plus je vois que les penseurs, les gens du sud de la citadelle, ceux auxquels on n'accède plus parce que l'ascenseur ne va pas jusque-là, eh bien, ceux-là, si vous voulez, on n'est pas dans ce débat-là. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire le pari des territoires. Si la France ne fait pas le pari des territoires, elle va continuer à ne pas trouver les solutions. Parce que la haute sphère pense pour les territoires tout le temps. Mais vous pensez vraiment que les gens des territoires ne sont pas capables de penser tout seuls ou collectivement? C'est une erreur. Le deuxième rapport que j'ai écrit, c'était sur les transports, justement, sur la gouvernance des transports, où j'avais interviewé tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas gouverner tout de loin. Et en même temps, on ne peut pas gouverner que de près. Donc j'avais proposé qu'on généralise les syndicats mixtes d'aires régionales ou équivalentes. Et là, les cartes qui ont été évoquées sont intéressantes parce qu'effectivement, de temps en temps, on s'aperçoit que des gens vont plus dans une autre région que dans celle où ils sont. Mais qu'on y rentre par les données qu'on est obligé de mettre en commun. Tout ce qui relève du numérique, tout ce qui relève de l'intermodalité. Après, si les transports scolaires sont demain organisés par la région, on va dire Midi-Pyrénées, on est loin de chez moi, comme ça. Bon. Depuis Toulouse, je vous dis, ça ne marchera pas. Voilà, je suis prêt à l'écrire, ça ne marchera pas. Voilà. C'est comme ça, on va donc très vite rétro-déléguer. Sinon, ça ne marchera pas. Chaque fois qu'il y aura un pépin quelque part, un chauffeur qui ne sera pas là le matin, un bout de verglas alors qu'il n'y a rien, il n'y avait pas, ici il n'y en avait pas, oui, mais là-bas il y en avait, etc. Un pont qui a été coupé, un truc, ça ne marchera pas. On ne peut pas piloter des trucs comme ça à 400 km de distance et avec des gens qui ne se connaissent absolument pas. Et le troisième rapport que j'ai écrit, c'était justement sur, sur quoi apporter la loi, avec comme président de mission M. Raffarin et moi-même comme rapporteur. Et je dois dire que Jean-Pierre Raffarin, on a coopéré avec lui de façon très sympathique et on s'est retrouvés sur la plupart des sujets, ou même sur tout. Voilà. Moi je disais, et lui aussi, il faut 8 grandes régions. Excusez-moi pour les 13, mais j'ai jamais pu les trouver, les 13. Parce que vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait une métropole, or moi j'ai jamais trouvé 13 métropoles en France. 13 métropoles. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole? Quand je vous ai entendu tout à l'heure, j'ai cru que c'était une pompe à vide. Une pompe à vide. C'est-à-dire qu'en fait, elle va tirer dans sa région tout sur elle-même. C'est ce que vous avez dit. Alors si elle fait ça, c'est une catastrophe parce que Paris l'a fait pendant un siècle. Puis un jour, on a dit, il y a Paris puis le désert français. Il faut des métropoles d'équilibre, on a dit. Mais dans chaque grande région,
il faudra qu'il y ait des villes d'équilibre et des transports interurbains entre ces points. C'est évident. Il n'y a pas un type qui pense autre chose. Donc à quoi sert la métropole? Ben, ce n'est pas une pompe à vide, c'est une pompe à croissance. Mais sa croissance, elle ne va pas la chercher dans le territoire qui est autour, parce que sinon ça fait un plus et des moins. Ça ne peut pas marcher. C'est une porte d'entrée sur le monde et une porte du monde d'entrée dans la région pour le monde. Si on ne rentre pas comme ça dans le débat, on se trompe d'hypothèse. Oui, 8 métropoles qui prennent un nom dans le paysage européen et dans le paysage mondial, qui sont des portes d'entrée et des portes de sortie, et donc qui font que toutes les régions deviennent des régions visibles, lisibles depuis toute la surface du globe. Pourquoi? Puisque toute l'économie va se mondialiser de plus en plus et le numérique va tout faire exploser, en plus. Et tout le commerce qui est en train de monter comme ça va être fait dans cette dimension. Et donc, moi, je suis pour regrouper. J'étais pour regrouper, donc je ne critique pas dans le détail le découpage qui a été adopté. Mais vous verrez que certaines régions ne trouveront pas leur respiration dans tout ça. Et vous l'avez dit dans la carte que vous avez faite. Je prends notre région, Bourgogne-Franche-Comté. Historiquement, on est ensemble. Ça ne pose pas de problème, historiquement. Simplement, tout a évolué. La Saône-et-Loire est aux portes de Lyon. C'est comme ça, quoi. Donc on ne les ferait jamais penser Dijon le matin quand ils pensent Lyon au moment de se réveiller, quoi. C'est difficile, les gens, ils sont là-bas. Bon. Vous avez mis Lyon comme étant très bourguignonne. Bon. Elle est aux portes de Paris. Elle est aux portes de Paris. La Saône-et-Loire est effectivement en grande partie sur la Loire. J'y suis allé 2 fois dans des réunions avec des élus qui m'invitaient devant des maires. Et puis le territoire de Belfort est quand même un peu en Alsace, mais pas trop. Quand on regarde tout ça, on est pris entre des métropoles, oui. Lyon, c'en est une, Paris, c'est évident. Bâle, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Bâle, hein, pour toute l'Alsace du Sud. Et puis pour le nord, le nord-est, Strasbourg, qui en est une capitale européenne, ouais, etc. Donc, moi, nous, on voyait ça comme ça avec Jean-Pierre Raffarin. Et c'est ce que j'ai écrit. Et ces régions ont-elles les compétences? Parce que c'est bien la géographie. La géographie, à la limite, ça peut ne servir à rien. On peut toujours regrouper des choses sur une carte s'il n'y a pas d'outils et puis de règles pour formaliser quelque chose. La géographie, c'est un beau dessin. C'est très joli, on fait des couleurs, une verte, une bleue, une jaune, une rouge, une rose, etc. Bon. 3 grandes fonctions. 3. Alors, vous avez évoqué certaines, hein, je le dis. L'accessibilité. Alors moi, je commence, hein, aéroportuaire. Parce que si vous voulez aller en Chine, hein, en vélo, en voiture, tout ça, ça ne va pas. Aéroport. Portuaire, au moins pour les côtiers. Portuaire, très, très importante. Mais sur certains fleuves ou autres, ça pourrait être encore portuaire. Routier, mais le niveau autoroutier. C'est pas parce que la région entretiendrait les chemins départementaux de communes de 200 habitants à communes de 200 habitants qu'elle va monter en gloire et en rôle. Il ne faut pas qu'on se raconte ça. Qu'elles soient accessibles à depuis tous ceux qui l'entourent, depuis toute l'Europe, autoroutier, et les grandes voies, etc. Le ferroviaire, bien sûr, c'est évident, hein, c'est indiscutable. Et puis, les grandes artères numériques et l'engagement considérable qu'on doit mettre dans la fabrication des outils et le développement des usages. Parce que si on reste avec des artères, c'est de la fibre noire. Hein. Donc il y a un vrai débat. Le deuxième thème, c'était pour les régions indiscutables, les entreprises. Les entreprises. Donc en fait, une coopération stratégique avec l'État et un retour très fort dans les territoires, mais non pas avec un rôle de pompier, parce qu'aujourd'hui, les élus, c'est des pompiers en matière économique. Les élus arrivés, une entreprise en difficulté, faut arroser. Voilà. Mais en principe, quand on a des pépins comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit il faut construire une stratégie pour ne plus avoir d'incendie, de pépins, etc. Voilà. Et donc, pour moi, pour ce qui me concerne, je dis il faut qu'on prépare les entreprises à la compétition de demain, celle de dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. Parce que si on les prépare à la compétition d'hier, ils ne vont pas la gagner. Si, la gagnante, ils sont tous seuls sur ce créneau-là, c'est sûr. Hein. Mais on fera la course avec les pays sous-développés. Donc c'est très important. La bataille du numérique dans l'entreprise, la bataille de la robotique. On a
pas mal d'années de retard maintenant, et pas mal de milliers, de centaines, de dizaines de milliers de robots de retard. Parce qu'on peut discuter sur les salaires, sur tout ça, hein. Ça, la bataille des salaires avec les pays sous-développés, enfin, on ne pourra pas la gagner. C'est avant tout par la robotique et la qualité de la formation qu'on peut la gagner. Et puis l'énergétique, évidemment, vous avez raison, c'est un thème extrêmement important et qu'on ne peut pas contourner. Voilà. Et puis la troisième, la bataille des hommes, les préparer à cette économie mondialisée. La France n'a jamais, au fond d'elle, accepté la mondialisation. Je n'ai pas dit que personne ne l'avait accepté, mais dans ses tripes, les Français n'aiment pas qu'on parle de mondialisation. On a beau expliquer, moi j'ai un département, alors il est peut-être petit, rural, tout ce qu'il veut, mais il est très exportateur et très excédentaire à l'export. Et j'ai beaucoup d'entreprises qui sont des filiales de groupes mondiaux dans mon département. Les chefs d'entreprise, eux, ils y croient, je le dis. Quand on réunit les syndicats de salariés et qu'on dit on peut parler de ça, eh ben, c'est les ennuis. C'est pas qu'ils sont contre, mais c'est que c'est un peu contraire au discours qu'on tient. Voilà, donc ils sont coincés. Voilà. Donc voilà, moi je pense que faire attention, quoi. Les métropoles, bon, les régions, elles naissent, on ne peut pas demander aux nouveau-nés de tout faire, quoi. Mais je voudrais souligner un point, puis j'arrête là. Elles vont quand même avoir 4-5 années de douleur pour mettre en œuvre l'acte de fusion. Parce que le diable est dans les détails, mais il y a des milliers de conventions de signées, d'engagements de prix, etc., de choses qui juridiquement sont opposables. Or, quand on fusionne, en termes de territoire, ce n'est pas la communauté réduite aux acquis. C'est pas vrai, c'est tout. C'est tout qui rentre dedans. Tout est mis dedans, tout, ce qui est avant, ce qui est après. Il n'y a pas disons, de biens d'origine. Il n'y a plus que des biens communs. Quoi, hein. Et donc, et surtout pas de contrat de mariage, quoi. Hein. Ça va être très difficile à faire. Voilà. Merci, merci Yves Cratinger. On reviendra vers vous tout à l'heure. Louis Nègre, il y a effectivement un contraste assez saisissant entre certaines évidences qui semblent partagées, pour ne parler que de l'effet locomotive des métropoles et la nécessité de réorganiser les espaces, et puis la perception par les Français de l'organisation territoriale. Ils ont peur de perdre un certain nombre de dessertes, pour ne parler que de transport, ou en tout cas d'accès à un certain nombre d'équipements, de consommation, etc. Le transport, du coup, prend un rôle tout à fait décisif pour que cette nouvelle organisation ne soit pas vécue comme autant d'exclusions de la part d'un certain nombre de territoires et d'habitants. Vous êtes aussi président du GART. Comment vous voyez la perspective d'une nouvelle organisation des transports avec cette organisation régionale? Est-ce que ce qui se dessine avec la région locomotive, avec les fameux schémas dont parlait Dominique Overlo, et puis après des subdélégations et des choses plus fines, est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon de retisser peut-être une carte des transports, en tout cas une carte des mobilités qui soit acceptable par aussi bien les entreprises que les Français? Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais réagir sur ce que vient de dire notre collègue, qui a fait une brillante démonstration de l'erreur qui a été faite en faisant les 13 régions. En disant 8 régions, pourquoi pas? Moi, je serais plus prudent, parce que quand je regarde à l'aune du monde, je m'aperçois que ce n'est pas toujours le volume ou le périmètre qui compte le plus. Il y a des logiques de territoire, et vous avez, par exemple, à côté de chez nous, ça s'appelle l'Allemagne, vous avez des territoires qui sont minuscules et des landes qui sont immenses. Pour autant, le minuscule s'en sort pas si mal. Et dans le monde entier, on a quelquefois des pointes d'épingle sur la carte qui jouent un rôle énorme. Donc, sur le plan, intellectuel, 8 grandes régions, ça me convient assez bien, parce que je pense que ça a un certain attrait. Pour autant, dans la réalité des faits, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je te rejoins sur un point, c'est l'intelligence des territoires. Mais ce pays, il a 1000 ans de centralisation forcenée, donc il est très difficile au pouvoir central de relâcher quelque chose. Et quand il relâche quelque chose, il nous le récupère derrière. Donc l'intelligence des territoires existe, la preuve, toi, mais le problème, c'est que là-haut à Paris, ils ne te font pas confiance. Voilà. Je ne suis pas un territoire.
tu le représentes. Donc, une des difficultés dans notre pays, c'est qu'on ne sait pas exactement où est le vrai pouvoir. Moi, ce que je constate au bout de quelques années, c'est que le vrai pouvoir, ce n'est pas les élus qui l'ont. Voilà ce que j'arrive à cette conclusion qui est assez pessimiste d'ailleurs, qui est que le vrai pouvoir ne se situe pas dans les mains des élus, et là, avec mes collègues droite-gauche confondus, il se situe à un autre niveau, qui lui n'est pas un niveau particulièrement démocratique, qui est la haute technocratie, qui me dit « Ah ben ouais, non mais le ministre, il a une durée de vie... » Oui, monsieur. Le ministre, il a une durée de vie statistiquement de 18 mois. Moi, je suis directeur général, j'ai statistiquement une durée de vie l'un dans l'autre de 10 ans, voire 15. Bien. Et quand je pose la question, parce que j'en trouve certains qui ont défendu telle idée, je l'ai eu en face, telle idée, et puis le gouvernement change, il défend telle idée, je lui dis, il y a peut-être un problème. Il me dit non, aucun, je suis fonctionnaire. Bien. Et je m'aperçois qu'au moins sur j'ai en tête 2 dossiers particuliers où j'ai fait voter, je me suis engagé en tant que parlementaire. Je suis de droite. Le Sénat qui était de gauche à l'époque m'a suivi. Le gouvernement qui était de gauche, il est toujours d'ailleurs. Bon, m'a suivi. Eh bien, la haute technocratie n'applique pas ce qui a été voté. Donc, je trouve que l'intelligence des territoires peut peut-être compenser un peu ce système-là. Alors, sur les transports, concrètement, si vous regardez, là je reviens du Québec, le Québec m'a invité pour parler de la gouvernance des transports en France. Et quand on regarde le niveau où nous sommes, c'est pas si mal quand on compare avec les autres, quoi. Maintenant, au niveau de la région, au niveau des départements, au niveau des métropoles, il est clair qu'il faut un schéma régional. Les transports, aujourd'hui, ne se limitent plus à sortir de son village. C'est des transports mondiaux, donc sans aller jusqu'à Pékin ou à New York, on a quand même des visions globales, et notamment quand on va avoir des métropoles, on en aura peut-être une, on en aura peut-être 2, on en aura peut-être 3. Tant qu'à faire, essayons d'avoir une vision globale dans laquelle nous aurons un schéma, là aussi, assez formalisé, parce que sinon ça ne sert à rien, mais je mets un bémol tout de suite à cette vision, je dirais, globale, c'est qu'il faut tenir compte, là aussi, du territoire et du local, parce que, c'est vrai, pour être dans une métropole qui va, par exemple, la première métropole de France, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc nous, on commence à avoir maintenant plus de 2 ans d'expérience. Alors on voit ce que ça donne, les transports. Eh bien, grâce à cette mutualisation sur un territoire donné, on arrive à avoir un chef de file, un pilote dans l'avion. Ça, c'est vraiment un plus incontestable. Bon. Après, si ce pilote dans l'avion devient un dictateur, c'est une catastrophe à l'arrivée. Parce qu'il va falloir que je tienne compte dans les transports de ma métropole, à la fois de ce qui se passe en Méditerranée, je suis au bord de la Méditerranée, et puis ce qui se passe là-haut dans le Mercantour, où effectivement, tu as raison, il neige, il gèle, et que, vu du 8e étage d'un bureau anonyme de la centrale métropole, l'ingénieur, il ne sait pas ça. Et donc, on est obligé de relier, de faire des liens. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. On y arrive. On a une vision globale dans la métropole. On a 49 communes là-dedans, avec, je le rappelle, plus dans la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est à la fois extrêmement urbaine sur le littoral et extrêmement rurale pour le reste. On a des villages de 100 habitants, nous. Bon. Eh bien, on arrive à faire fonctionner ça au point même. C'est pour ça que de temps en temps, il faut faire confiance aux hommes. Parce qu'on arrive à faire fonctionner ça avec des communes qui veulent désormais rentrer, s'intégrer dans la métropole. C'est des communes communistes. Donc, avec Estrosi, qui est président de la métropole. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on s'aperçoit que concrètement, quand on fait preuve d'ouverture d'esprit, qu'on fait confiance à l'intelligence des territoires, pour reprendre ton terme, eh bien, on s'aperçoit que ça ne marche pas si mal. Et aujourd'hui, nous avons de très grandes entreprises. Alors, je te rejoins également sur le fait d'avoir un aéroport. C'est fondamental. Nous, on s'en aperçoit. Par contre, nous attendons toujours le TGV depuis 30 ans. Donc, mais bon,
Oh, Mais vous savez ce qu'il nous a proposé sur Bordeaux-Nice, qui existe aujourd'hui à l'Intercité, m'a proposé le TER. Bon, donc... Non, voilà. Donc, ce que je pouvais répondre de manière un peu provocatrice, bien sûr, hein, c'est de dire que je suis sur certains dossiers, je te suis, mais sur d'autres, je serai plus ouvert. Merci Philippe Duron. Louis Nègre vient de souffler le chaud et le froid. Hein. Le froid avec le pouvoir qui ne serait pas dans les régions, et le chaud avec une confiance accordée à l'intelligence des territoires. Encore faut-il que le pilote, on surveille sa qualité mentale aussi régulièrement, parce que ça peut donner parfois des catastrophes. Vous avez, au cours de votre rapport sur les TET, eu à peu près les deux types de réactions, des réactions de territoire un peu conservatrices, et puis d'autres qui étaient plus dynamiques, en essayant d'imaginer une autre façon de faire. Finalement, quel est votre diagnostic? C'est qu'on peut aboutir à une gouvernance et à une pratique de la gouvernance de qualité, ou que, comme le craignait un peu Yves Cratinger, on va passer un certain nombre d'années dans les coulisses pour mettre tout ça d'équerre? Bon, de toute façon, je pense qu'Yves a raison. On va avoir effectivement un certain nombre d'années pour mettre en cohérence les politiques de transport des différents territoires qui vont se retrouver dans les nouvelles régions. Il va y avoir tout d'abord des problèmes, j'allais dire, d'ordre juridique. On a des conventions, par exemple, avec la SNCF qui n'aboutissent pas au même terme dans différentes régions. Alors, quand c'est 2016 et 2018, comme dans les deux Normandies, c'est pas un problème important. Mais quand c'est, je dirais, une convention qui vient d'être renouvelée pour 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, et une convention qui va aboutir à son terme de façon assez proche en Picardie, là, c'est plus compliqué. Il y a bien évidemment des problématiques de tarification qu'il va falloir rapprocher. Il y a effectivement des politiques de rationalisation d'un certain nombre de modes de transport qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis surtout, les régions vont être pilotes, vont être chefs de file de la mobilité sur l'ensemble du territoire régional. Donc, toutes les articulations entre les transports interurbains et les transports, j'allais dire, d'agglomération sont à repenser à cette aune-là. Puis enfin, c'est ce qui nous est apparu dans la commission TET d'avenir, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait un pilote pour assurer la cohérence entre les différents niveaux d'autorité organisatrice. Parce que entre les TGV et les TET, qui jusqu'à une époque récente étaient sous la coupe du même patron, la SNCF. La cohérence n'est pas grande, si ce n'est qu'on a un peu pompé la clientèle des TET pour la transférer sur les TGV. Et on a un peu brouillé la visibilité des TET, hein, pour inciter les gens à rechercher d'autres solutions. Un autre élément, c'est entre TET et TER. Là, depuis que l'État a pris l'AOT, il n'y a plus, j'allais dire, de pilotage des interfaces, hein, et les présidents de région nous disent, quand il y avait la SNCF, on discutait encore des correspondances, on discutait encore des horaires, mais l'État, maintenant, il est loin. Il est loin, et quand il est territorialisé, il ne se sent pas, je dirais, la compétence et le pouvoir de parler. Il écoute, mais il ne répond jamais. Hein. Il organise des tables rondes. Ouais. Voilà, il organise des tables rondes tout au mieux. Et donc là, ici, il y a un rôle d'ensemblier de l'État qu'il va falloir remettre en perspective, hein, si on veut demain piloter quelque chose d'intelligent au niveau des différents modes de transport, mais aussi, bien évidemment, préparer une autre échéance qui est l'échéance de l'ouverture à la concurrence, qui ne se fera pas sans un État qui est, j'allais dire, à la fois stratège, à la fois partenaire au bon niveau et aussi contrôleur de la réalité des contrats qui sont passés. Hein. Donc là, on a de vrais sujets, et des sujets qui vont être complexes. Alors, est-ce qu'il y a des régions qui ont plus d'intelligence sur la problématique des TET, par exemple? Non, il n'y en a pas, parce que chacun essaye de défendre ce qu'il a, tant qu'il ne sait pas ce qu'il pourrait avoir. Hein. Donc ici, il y a eu un réflexe défensif, parce que les gens se sont emparés, non pas du rapport, mais des fiches par ligne. Ils se sont dit, ici, il y a un arrêt qui ne se fait pas dans telle gare, ici, il y a, comment dirais-je,
Un renforcement de l'offre, c'est bien, mais on ne le dit pas, et une réduction de l'offre par ailleurs. Donc, vrai sujet. Et puis, quand on préconise de transférer sur TER, ben, les gens disent d'abord, attendez, avant de discuter, ouvrez votre portefeuille pour savoir s'il y a encore quelques moyens d'accompagner le transfert. Donc, la chose est difficile. Elle est d'autant plus difficile qu'on n'a pas beaucoup d'argent à mettre dans le système pour l'améliorer. Je reviens sur le point juste précédent, sur la concurrence. Si la région met en place un schéma, est-ce que, effectivement, pour échapper aux mono-opérateurs, est-ce que la concurrence n'est pas sa chance? Je crois qu'Yves Tirole, notre prix Nobel d'économie, écrivait hier un texte. Pardon, je confondais Yves Tirole et c'est Yves Rosé. Je suis aussi je le salue. Merci de cette et à qui on souhaite le vigilance. Donc Jean Tirole écrivait que la concurrence pouvait être une valeur de gauche et prenait en l'occurrence l'exemple des taxis pour dire que c'était de nature à dynamiser les marchés. Est-ce que vous deux, hommes de gauche, j'imagine que Louis Nègre acquiescera, mais vous pensez que ça peut être une chance pour les territoires d'aller résolument sur cette voie-là? Alain Vidalis a dit l'autre jour que la concurrence, ce n'était pas une question, c'était un horizon. Elle va arriver. C'est une formule politique, ça. C'est une formule politique, mais c'est une formule quand même qui a un fond de réalité. On peut être contre ou on peut être pour, on y sera confronté. Et ce qu'on observe quand on va voir comment elle a été mise en œuvre ici et là, c'est qu'elle a toujours eu un effet dynamisateur sur les opérateurs et sur les opérateurs existants. Elle a entraîné une amélioration de la qualité du service. Elle a permis une meilleure mobilisation du matériel. Donc, c'est pour ça que nous, on a suggéré au ministre d'introduire de la concurrence de façon expérimentale sur les trains de nuit, mais aussi sur les trains de jour, à condition de bien choisir les choses. Et je suis convaincu que dans leur fort intérieur, un certain nombre de dirigeants de la SNCF aspirent à ce qu'il y ait de la concurrence, parce que c'est une façon aussi d'amener à se poser des questions, d'amener à revoir les organisations de travail, de faire en sorte qu'on soit plus performant. Il y a dans le rapport qu'on a remis un petit encadré qui est lié au coût du ferroviaire en France et en Allemagne. Yves est là, il est un de ceux qui avait écrit ces études, avec également d'autres économistes, qui montrent que le coût du ferroviaire en France est 30% plus cher que le coût du ferroviaire en Allemagne. Que la concurrence en Allemagne a abaissé le coût de production du ferroviaire, et non seulement, elle a permis de baisser l'importance des subventions publiques au ferroviaire. Donc, je veux dire, tout le monde peut y gagner. Et en fait, quand on regarde, et qu'on est ici chez Transdev, quand on regarde ce qui se passe en Bavière, par exemple, où Transdev est en concurrence avec l'ADB, l'ADB a laissé une part de son marché, mais cependant, l'ADB n'a pas vu baisser son chiffre d'affaires en Bavière, et l'ADB a vu ses personnels rester au même niveau qu'avant l'ouverture à la concurrence. Parce que, ici, comme quand on dynamise le système ferroviaire, eh bien on augmente le nombre de clients. Donc, je pense que c'est un vrai sujet, et les régions n'ont plus beaucoup de choix. Quand on voit l'évolution du coût du ferroviaire qui a doublé en 10 ans ou en 12 ans entre le moment où on a décentralisé les TER et aujourd'hui, et la difficulté à laquelle vont être confrontées les régions qui n'ont pas une dynamique de recettes extraordinaire aujourd'hui, qui stagne un peu, je pense que on le voit, le discours que tiennent les présidents de région, le discours qu'ils tenaient il y a 10 ans, c'était un discours très classique, défense du service public. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est essayons la concurrence. Donc, je pense que ce n'est pas un discours anti-service public, c'est un discours pour dynamiser le service rendu aux usagers et aux territoires. Yves Crattinger, si les régions n'ont pas la concurrence comme élément de modernisation de leur transport, est-ce qu'il va y avoir une crise entre le transport conventionné et le transport dit en open access? Est-ce qu'il n'est pas urgent de remettre un peu tout ça en ordre? Enfin, moi, je suis pour l'économie de marché, donc ça veut dire concurrence. Moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Nous, on gère jusqu'à présent les transports départementaux. Moi, je n'ai pas de régie. Donc, tout se fait par appel d'offres. Voilà. Les gens, il y a une compétition. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Après, un train, c'est quelque chose qu'on manie différemment qu'un camion. Donc, avec
avec un bus, donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes de sécurité qui doivent être intégrées. Mais on y va. Enfin, l'idée que c'est l'horizon, oui, c'est même un peu plus près que l'horizon maintenant. On le voit, quoi. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Après, moi, sur les déplacements, je pense qu'on devrait quand même essayer de clarifier le rôle de chacun des grands moyens de déplacement. Bon. Je vais être provocateur. Quand le TGV arrive à Remiremont, je ne suis pas sûr que l'économie a été le premier élément du choix. Je me dis qu'on peut expliquer beaucoup de déficits si le TGV va à Remiremont. Donc, je suis plutôt favorable personnellement à un concept de TGV intermétropolitain, en comptant Nice dans les métropoles. Merci. Ils ont un aéroport qui est quand même tout premier. Et donc, oui, un TGV Et après, le modèle français d'intermodalité et de changement de quai à quai est un modèle qui n'a pas été poussé à son maximum. Je vais essayer d'être... voilà. Féminisme. On peut faire mieux. Voilà, on a des marges de progression. Des marges de progrès. Après, j'ai tendance à dire quelque chose qui peut être un raccourci. Je dis, quand il y a le public pour un train long, il faut faire un train long. Mais on sait qu'un train long ne s'arrête pas très souvent parce que c'est lourd, donc il met beaucoup de temps pour s'arrêter et beaucoup de temps pour se relancer. Bon. Quand il n'y en a plus assez pour faire un train long, on fait un train court. Quand il n'y en a plus assez pour faire un train court, on met un car. Quand il n'y en a plus assez pour un car, on met un petit car. Ensuite, on met un taxi. Et puis, on a fait le tour parce qu'entre taxi et voiture, c'est la même chose. Voilà. Et on doit travailler quand même sur, disons, la voiture partagée par tous les moyens possibles parce que moi, je regarde les jeunes générations, ça a l'air de bouger quand même sérieusement sur ce terrain. Il y a quelques années, 3-4 ans, on avait fait à Rio un parking de covoiturage, bon, je sais où c'est. Il est tout le temps plein maintenant. Il y en a un qui s'est créé spontanément à 8 km plus bas, à Boré-sur-Lignon, et tout le temps plein. Ce matin, il était plein. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui bougent et qui sont quand même intéressantes du point de vue économique aussi, parce que je ne sais pas si les salaires augmenteront, mais peut-être que les gens, pour certaines fonctions, dépenseront moins qu'avant. Parce que celui qui vraiment sait acheter et sait utiliser, il dépense beaucoup moins que celui qui utilise sans compter. Les mêmes choses. Voilà. Donc, il y a des modes de vie, des comportements qui changent. Mais je suis pour des choses... Il faudrait qu'on clarifie tout ça, parce que chaque fois que le TGV arrive dans une gare isolée, il reste 30 passagers dedans... Alors, c'est tout. Moi, après, il y a des grands économistes qui savent faire ça, expliquer ça mieux que moi. Moi, c'est une perception comme ça. J'aimerais autant pas faire les calculs parce que je suis presque sûr du résultat. Justement, aussi bien Dominique Overlo que Louis Nègre, on voit de plus en plus d'études en ce moment disant que les grands éléments de planification et d'anticipation sont de plus en plus difficiles à tenir parce que les territoires évoluent vite, parce que l'économie évolue vite, les échanges évoluent très vite et que c'est difficile de planifier pour 50-60 ans parce qu'il y a certains territoires qui bougent vite. Surtout qu'on a mis des freins à la mise en œuvre de la planification. Il y a l'argent, c'en est un, normal. On n'utilise pas toujours tous les moyens à notre disposition. Alors, du point de vue réglementaire, alors là, par contre, là, on est champion du monde. Est-ce que la priorité, c'est pas à l'agilité des décisions et comment on fait alors il faut nommer un ministre de l'agilité. Alors qu'on s'apprête à refaire une carte extrêmement complexe, comment on fait pour garder un peu d'agilité pour que les régions ne dépensent pas des fortunes dans des planifications qui finalement ne répondront pas forcément aux besoins des entreprises et des Français? Peut-être Dominique Overlo? Peut-être d'abord un élément de réponse. Si l'on est tous d'accord sur l'idée que dans les régions, on doit trouver une métropole, que cette métropole doit être le cœur de la croissance, qu'elle doit s'appuyer sur un pôle de compétitivité qui est fort et qui va produire le maximum de richesse, alors on favorise les transports jusqu'à ce pôle de compétitivité. Si je prends l'exemple de Paris-Saclay, 25% de la recherche française, ça n'est pas rien, ça veut dire qu'on met comme priorité
la desserte en transport de Paris-Saclay. Ça veut dire qu'on met comme priorité la desserte en transport de Sofia Antipolis. Ça veut dire qu'on met en priorité la desserte d'un certain nombre de transports et l'amélioration de ces pôles de compétitivité qui doivent devenir la croissance de demain. J'en reviens un instant sur le nombre de régions. 8, 10, 13. Au fond, ce n'est pas vraiment le sujet. Que va-t-il devenir de régions qui ne sont... Ce n'est de plus le sujet. Que va-t-il devenir des régions qui ne sont pas suffisamment fortes ou qui ne portent pas suffisamment de croissance ou qui ne vont pas produire suffisamment de croissance? Et c'est l'un des problèmes auxquels, cette fois, l'Union européenne est confrontée et qui est l'un des problèmes les plus difficiles pour elle. Je m'explique. Au moment où on crée la zone euro, on crée la zone euro parce qu'on veut faire converger les économies des différents pays. On veut avoir le même PIB par tête, on veut avoir le même salaire, on veut avoir des indicateurs qui convergent. 97-2006, que constate-t-on quelques années après la mise en place de l'euro et avant le début de la crise? On constate qu'au lieu d'avoir la convergence économique des différentes zones de la zone euro, on a au contraire un accroissement des divergences de cette zone euro, malgré l'ampleur des crédits de redistribution que l'Europe a mis en œuvre. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à cette carte des 13 régions, si un certain nombre sont mal gouvernées, ne prennent pas en compte suffisamment la dimension croissance économique avec une ouverture mondiale nécessaire, une compétition mondiale, mais en s'appuyant sur leur pôle de compétitivité, elles n'auront pas la croissance nécessaire, elles devront vivre de crédits de redistribution de la part des autres régions, et malheureusement, aujourd'hui, en Europe, nous n'avons pas trouvé la bonne voie pour recréer de la richesse dans un pays qui, malheureusement, est en retard par rapport à la locomotive européenne qu'est l'Allemagne. Nous pouvons avoir ce même schéma de divergence de croissance dans le futur entre des métropoles, entre des régions et des métropoles qui vont arriver à se développer et des métropoles peut-être moins fortes aujourd'hui et des régions peut-être moins fortes aujourd'hui qui n'arriveront pas à le faire. Cela dit, dans la vision des 13, il est possible que certaines métropoles moins fortes aujourd'hui arrivent à se redresser et arrivent à développer une filière spécifique. Il est difficile de dire aujourd'hui quels sont les gagnants et les perdants dans 5 ou 10 ans. Avant de prendre vos questions, peut-être, on a parlé beaucoup de métropoles, mais Yves Cratinger et Louis Nègre, vous êtes de départements aussi, qui ont une dimension rurale importante. Comment on fait pour gérer ces transports de proximité? La presse relaye énormément les inquiétudes de nos concitoyens. Comment on fait pour que les routes n'aient pas trop de nids de poules, pour qu'il y ait des desserts pour les personnes âgées dans les villages? Est-ce que la nouvelle organisation territoriale, à votre avis, peut s'adapter à cette donne Non importante? seulement elle peut s'adapter, mais elle est un plus. Parce qu'à partir du moment où, au lieu d'avoir plusieurs décideurs qui travaillent chacun pour soi et Dieu pour tous, on a une vision globale sur un territoire global, à ce moment-là, on peut avoir une stratégie claire, on peut avoir un projet devant soi. Et donc, après, il suffit de l'appliquer. Le plus difficile, c'est pas d'appliquer, c'est pas le contexte local, on y arrive. Le plus difficile, c'est de disposer d'une stratégie et d'une vision. Et donc, à partir du moment où vous avez une vision, une stratégie, au niveau de la logistique, on y arrive. Alors, Yves le dit, mais tout le monde le sait, qu'il faut adapter les moyens en fonction de la demande. Vous n'allez pas me mettre un moyen lourd de transport pour desservir un village de 50 habitants. Il y a une pertinence à chaque niveau de transport pour desservir. Donc, si vous avez énormément de gens, ben vous mettrez du train. Un tout petit peu moins, vous mettrez du métro. Et puis, etc., et vous arrivez jusqu'au TAD, au transport à la demande, qui permet d'avoir une souplesse. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire passer au Parlement, sur une proposition d'ailleurs du GART, que nous ne sommes plus dans les AOT, Jean-Jacques, mais dans les AOM. Et ça a été fait ensemble, gauche-droite réunis. Pourquoi? C'est des autorités de la mobilité. Cette mobilité dépasse, y compris le TAD. Jusque-là, on s'est arrêté un peu au TAD. Maintenant, on va jusqu'au covoiturage, par exemple. Mais on peut aller, et on y va,
jusqu'au déplacement sur le terrain à pied. Ça me permet de revenir quand même, de rebondir un peu un instant quand même, hein, parce que je boue là, sur le problème de la concurrence. Mais ce pays est un pays hyper conservateur. Pas conservateur, hyper conservateur. Attendez, excusez-moi, hein, vous avez entendu ce qu'a dit Philippe? Il a dit, ben oui, on va faire une expérimentation sur des trains de nuit, donc c'est tout à fait marginal. Et rien que ça, là, il est en pointe avancée. Hein. Bon, donc, ce que je ne comprends pas, c'est que nous soyons aussi conservateurs. C'est qu'il suffit de regarder au-dessus de la frontière, des frontières qui sont autour de chez nous, pour comprendre que nous avons un modèle en France qui coûte, on l'a dit, hein, 30% plus cher de deniers publics. Moi, j'ai dit à mes collègues présidents de région, je leur ai dit publiquement, donc je peux le répéter, que je les accusais de jeter l'argent par les fenêtres. Ça a été mal perçu. Bon. Et donc, j'ai expliqué. J'ai dit, vous levez 30% d'impôts supplémentaires pour faire le même service que font les Allemands avec un service meilleur. Donc, il y a un problème là. Alors, le professeur Crozet, lui, il le dit dans la littérature scientifique depuis des années. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Maintenant, les opérateurs nous disent, regardez, on peut comparer. Et là où on devrait être agile, où on devrait réagir, où on devrait dire, oui, allez, on y va, avec une concurrence, non pas première formule anglaise, parce que chaque fois on me ressort ça, donc j'ai dit non, c'est la deuxième formule qu'il faut prendre, la première conduit à des morts. Hein. Bon, mais on sait faire une concurrence maîtrisée, régulée. Et à partir de là, vous dynamisez votre système, vous avez c'est moins coûteux, mais Philippe, je suis heureux, je bois du petit lait, moi, hein, parce que j'ai déposé mon premier amendement au Sénat en 2009. Le premier que j'ai déposé, c'est sur l'ouverture à la concurrence. Y compris les miens m'ont rejeté dans les ténèbres extérieures, puisque c'était le gouvernement Fillon à l'époque qui m'a dit on ne touche pas à ça. Très bien, ok. Bon, ça y est, il faut que les socialistes arrivent pour que ça avance. Mais ça avance beaucoup trop lentement. La loi Macron sur l'écart, c'est trop rapide, trop radical? Pas du tout. Là, on est à 100 km. Attention, nous, on avait dit, tous ensemble, gauche et droite réunis, on avait dit, effectivement, la maille est de 200 km. Parce qu'il faut, effectivement, protéger un minimum d'aménagement du territoire. Et on ne sait pas très bien ce que ça va donner derrière, après. Donc, les conséquences sur le transport conventionné sont incertaines. Oui, on a besoin d'avoir... Là, il faut avancer, et on est tout à fait d'accord, surtout quand on voit ce qui se passe en Allemagne, ou ce qui se passe en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, vous avez un phénomène extraordinaire, qui est le suivant. Ils ont mis des autocars. Il y a 30 millions de clients sur les autocars, c'est énorme. Bon. Et l'autocar continue à progresser. Mais à côté, là où le ferroviaire aurait dû être tué, laminé, pas du tout, le ferroviaire continue lui aussi à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on amène des services complémentaires à des tarifs complémentaires et avec justement une réponse aux besoins. Et vous développez en fait. Donc, je dis, hein, je le dis, je le répète, je trouve que la France est atteinte par le syndrome de ce que j'appelle la ligne Maginot. On est replié sur nous-mêmes en se disant que les autres sont agressifs à notre égard, au lieu de dire ma droite se porte mal, ma gauche est enfoncée, j'attaque. Que font les Allemands aujourd'hui? Les Allemands, dans le système TET, sont en train de mettre, alors qu'ils subissent la concurrence de l'autocar de manière forte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se replient pas, ils ne suppriment pas, ils augmentent. Ils augmentent les services, ils augmentent le nombre de liaisons, et on va attendre, bien entendu, hein, professeur, on va attendre ce que ça va donner à l'arrivée. Mais je suis prêt à parier qu'ils vont gagner. Alors, ma philosophie, hein, en fait, on commence à s'ouvrir à la concurrence, dépêchons-nous, une concurrence encore une fois maîtrisée, hein, mais dépêchons-nous parce que le monde, lui, n'attend pas. Et si nous voulons rester en tête du peloton, nous avons intérêt à être très agiles, très réactifs. Qui veut relancer, poser une question? J'imagine que Yves Crozet... Je voudrais réagir, non pas sur les transports, mais je voudrais réagir sur l'exposé tout à fait stimulant de Dominique. Parce que j'étais un petit peu gêné, parce que je me suis dit,
quel aurait été cet exposé s'il n'y avait pas eu la réforme régionale? Parce que ça a pollué un petit peu le discours, parce qu'on a eu l'impression parfois, Dominique, excuse-moi, que tu cherchais à justifier la réforme régionale, ils ont regardé, on a les bons contours, etc. Donc je reprends ton exposé, mais j'enlève le fait qu'on a une réforme régionale. Supposons qu'elle n'ait pas eu lieu, et qu'on a les 22 régions. Et j'entends dans ton exposé l'idée que voilà, la métropolisation, c'est un phénomène majeur. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ensuite, quand on colle ça avec l'idée qu'il faut qu'il y ait une seule métropole par région, un seul aéroport, là, je dis prudence. La région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, il y a 2 aéroports qui marchent très bien, qui se développent très vite. Même chose dans la région PACA. Il y a 2 métropoles, Toulouse et Montpellier, qui se développent très vite. Et ces développements n'ont rien à voir avec le fait qu'il y a là la capitale régionale du point de vue administratif. Et ce qui a été dit, évidemment, ça va poser des problèmes. Quand il va falloir déplacer des personnels de Besançon à Dijon, etc., je comprends bien que du point de vue administratif, ça crée des problèmes. Mais du point de vue des forces de la métropolisation, qui sont d'abord des forces économiques et des forces démographiques, et n'oubliez pas que la région de France qui a le plus développé le nombre d'emplois depuis 20 ans, 50% d'emplois en plus, la première, c'est la Corse. La deuxième, c'est Midi-Pyrénées, seulement plus 25%. Donc le phénomène, il est essentiellement démographique. C'est comme ça que Montpellier se développe. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut être un petit peu prudent, et de même être prudent. Tu disais, Dominique, il faut développer l'accessibilité à Saclay. Évidemment, il faut le faire. Mais ce que j'observe, c'est que le projet actuel du grand métro est tout à fait le contraire de ce qu'il faudrait faire pour bien desservir Saclay. Quand j'entends mon ami Louis Nègre dire qu'ils ont un très bel aéroport, mais qu'ils n'ont pas le TGV, je lui dis, mais vous n'avez pas le TGV parce que vous avez un très bel aéroport. Et qu'il y en a aussi un autre à Marseille, et que vous n'avez pas forcément besoin d'un TGV pour aller à Paris, parce que ça, il n'y aura personne dedans, surtout qui passe par Marseille, et vous n'avez pas besoin d'un TGV pour aller de Nice à Marseille. Autrement dit, je dis bien, les phénomènes de métropolisation existent. Il y a une métropolisation particulière autour de Nice, qui n'est pas la même que celle de Marseille. Il ne faut surtout pas dire qu'il y en a une qui va dominer l'autre. Il y a 2 métropoles qui se développent. Et donc, vous voyez, j'ai tendance à dire, méfions-nous des discours sur la métropolisation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yves Cratinger, en disant, attention, si c'est la métropole, c'est une pompe à vide. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure, tu disais dans tes chiffres, multiplié par la densité, vous multipliez par 1,02 la productivité. 1,20 pardon, la productivité. Je dis attention, là-dedans, il y a simplement un effet de structure. Quand vous augmentez la densité, vous augmentez le nombre d'emplois qualifiés. Donc mécaniquement, c'est à peu près 30% du gain de productivité de Paris supérieur par rapport à Lyon vient du fait qu'à Paris, vous avez des emplois de sièges sociaux qui n'existent pas à Lyon. Donc il faut relativiser un petit peu tout ça. La métropole attire la productivité. Je ne suis pas sûr que la métropole crée la productivité autant que ça. Donc vous voyez, je suis favorable à la métropolisation, c'est un phénomène inévitable, il faut le suivre, mais en même temps, il ne faut pas vouloir coller les frontières régionales là-dessus. Parce qu'il y a des métropoles, il y en a 2 en PACA, et moi j'en vois pas, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas de vraie métropole au sens... Yves Cratinger, je ne vais pas être d'accord, encore que... Ah ben si. Voilà. Non, mais... Et on aurait pu... peut-être, parce que c'est quand même un peu le fond, c'est les questions que je me pose par rapport au découpage. Tout à fait. Parce que on a la région centre n'a pas de métropole. La Bourgogne-Franche-Comté n'en a pas. Honnêtement, pour Bretagne, Pays de Loire, quand on met Notre-Dame-des-Landes entre les deux, il n'y avait pas de raison de faire 2 régions. Puis je continue de penser que la Normandie est parisienne. Philippe est parti, donc voilà. on peut... J'ai déjà dit, c'est pas un problème. La Normandie est parisienne. Moi, regardez la carte. Il y en a, tout à l'heure, on n'a pas la carte des régions, là, mais il va la remettre. Elle est divisée en 2 morceaux, la carte. Le sud, il y a 4 régions. Vous ne l'avez pas? Vous l'avez perdu. Le sud, il y a 4 régions, 4 entités. Le nord, il y a tout le reste. Au nord, on n'a pas fait les choix. On n'a pas fait les choix. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens de haut niveau, chez nous? Ben, ils ont le choix entre Paris, Lyon et Strasbourg. C'est comme ça. Dans les sièges sociaux, dans la recherche médicale, dans l'ingénierie de très haut niveau, etc., dans les hauts emplois de fonction publique, parce que c'est quand même ces grandes villes qui, de fait,
reçoivent la masse salariale la plus importante payée par l'État, les collectivités, etc., beaucoup plus. Et regardez, une fois, il y avait 3,5 fois plus de gens payés par la puissance publique en proportion dans Lyon qu'en Haute-Saône. Hein, attention, il y a des transferts financiers derrière, énormes, qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule pas, qui sont massifs, avec des emplois qualifiés et d'autres pas. Mais quand on regarde en face de tout ça, je vais revenir à mon département, c'était votre question. Nous avons encore 25% d'emplois industriels. Dans mon département, il y a Jeunder, Ikea, Pariso, GI en plusieurs endroits, des groupes espagnols, des groupes allemands dans un tas d'entreprises, etc. Bon, Forestia, enfin, dans plusieurs sites, Lisi, plusieurs sites, mais Lisi, c'est GI. Les cadres de ces entreprises, ils habitent où? Ils cherchent quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça notre problème. Donc, moi, si on dit la France se réveille, elle a besoin de métropole, ça veut dire qu'on refait le débat qui a été fait autrefois, qui a été conduit par Olivier Guichard, quoi. Je veux dire, oui, bah, c'est évident, moi je suis comme vous, je pense que c'est évident, et il faut qu'elles se prospèrent et qu'elles se développent. Mais si elles sont une pompe à vide, c'est désastreux pour notre pays, parce qu'on est les seuls à ne pas croire à notre espace. Les pays qui n'ont pas d'espace, ils disent, mais vous les Français, avec l'espace que vous avez, la diversité des espaces que vous avez, des paysages, l'histoire qui vous donne une architecture incroyable, etc., pourquoi vous ne vous servez pas de votre espace? Pourquoi vous n'utilisez pas? Donc on va être devant ces questions-là. Chez moi, mon département est très bénéficiaire à l'export, le Doubs aussi d'ailleurs. Le Doubs aussi. Hein, on est des régions. Alors on dit toute la journée, il faut que la balance des paiements soit équilibrée et tout. Mais la nôtre, elle est équilibrée. Qui c'est qui n'est pas équilibré? Je ne sais pas. Qu'ils disent. Nous, on est plus qu'équilibré, on est excédentaire. Au niveau des échanges, ce n'est pas moi qui fais les stats, c'est la Banque de France. Mon département est excédentaire par rapport à la Chine, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Allemagne. Vous savez qui c'est notre aiguillon? C'est l'Italie. L'Italie qui vendait des machines d'outils mal câblées il y a 40 ans, puis qui aujourd'hui sous-traite son câblage à d'autres boîtes qui savent le faire, et qui vendent des machines d'outils en Europe beaucoup moins chères que tout le monde, donc beaucoup. Et puis les machines d'outils, c'est les Italiens, et puis les process, c'est les Allemands. Les process automatisés, très complexes, poussés à l'extrême, c'est les Allemands. Donc je dis attention, quoi. 60% des emplois industriels de ce pays, alors on parle souvent qu'il faut sauver l'industrie, etc., sont dans des communes de moins de 2000 habitants en France. Parce que les usines, elles ne sont plus dans les métropoles. Les métropoles sont à 9, 10, 11% d'emplois industriels quand elles ne sont pas en dessous. Et quand on sait que tout le système fiscal favorise le placement de la valeur ajoutée là où le groupe, parce que les petites entreprises, c'est pas pareil, le veut, et que souvent c'est ou dans ces métropoles ou ailleurs, on voit bien, nous, quand on compare les taux de fiscalité ici et chez nous, c'est dans les territoires ruraux que la fiscalité est la plus élevée. Donc, on n'a pas le temps dans un débat d'1 heure et demie, mais ces grandes régions, moi je reste pour les 13 plutôt que 23, donc je n'ai pas d'état d'âme. Mais je dis, si on ne les construit pas d'une matière un peu fédérale à l'intérieur, parce qu'il y a des territoires, si on ne fait pas une fédération, c'est-à-dire s'il n'y a pas un esprit fédéral et disons un espoir pour tout le monde, on va aggraver le vote de protestation qui, sur les zones rurales aujourd'hui, dans l'est de la France, là où les migrations ont fait que les gens sont partis, que l'emploi industriel a reculé, etc., deviennent catastrophiques. Moi, il y a des cantons où la plupart des communes... Je suis encore majoritaire, j'ai résisté à la tempête, mais la tempête n'avait pas qu'une seule origine, mais dans beaucoup de communes rurales, les gens votent à plus de 50% pour les partis totalitaires. Vous comprenez? Donc, à force de ne pas prendre en compte ces éléments-là, la France va aller vers une crise qui sera considérable. Hein, je dis les métropoles, c'est bien, mais je suis pour que les métropoles se développent, mais il faudra expliquer au pays qu'elles ne pompent pas, que ce n'est pas la pompe à vide. J'insiste là-dessus, parce que sinon, si c'est la pompe à vide, un jour, les manants viendront avec des fourches pour piquer le cul de ceux qui seront dans les métropoles. Hein. Merci, professeur Cratinger.
Peut-être une dernière intervention. Juste quand même un élément de réponse par rapport à la pompe à vide. Nous, ce que nous disons par rapport à la pompe à vide, c'est que ce jeu de la métropole n'est pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu qui doit générateur de produire richesse. de la richesse et de la création. Ensuite, par rapport aux propos d'Yves Crozet, faut-il 8, 9, 10, faut-il une métropole? Je crois qu'aujourd'hui, le sujet, notamment en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est de faire travailler ensemble deux métropoles. C'est d'en tirer toute l'intelligence. Au contraire, dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avec Lille, qui a bien vocation à jouer ce rôle de métropole, force est de constater que l'industrie est en recul et qu'il faut imaginer une nouvelle dynamique économique pour cette grande région, et c'est un défi qui n'est pas évident. Monsieur? Oui, Gilles Matelier-Guinlet, au TRE, donc une fédération professionnelle de transport routier. On a beaucoup parlé de mobilité voyageurs. Je vais rebondir sur ce que disait M. Cratinger avec la marchandise. Pour que les métropoles ne soient pas des pompes à vide. À un moment donné, il faudra aussi qu'on comprenne que la question stratégique du transport routier de marchandises qui irradie ces territoires et qui irradie justement ces usines qui sont dans des communes de moins de 2000 habitants, et qu'à un moment donné, c'est aussi en soutenant les PME de transport routier et pas en les montrant du doigt, en les défendant pour une économie régulée aussi dans une Europe à 28, qu'on parviendra à tenir ces régions et le développement économique de ces régions. Et aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de la question prioritaire aussi et stratégique du transport routier de marchandises de proximité qui constitue un grand vivier d'emploi. Et qui irrigue l'ensemble des territoires et des activités économiques. Louis Nègre, on a un peu dérapé en temps, peut-être aussi sur le sujet, on est allé un peu au-delà du rapport transport-territoire, mais je crois que c'était un peu naturel de déborder. Je crois qu'il y aura encore d'autres séances de ce type pour accompagner c'est pas cette décentralisation, mais en tout cas cette nouvelle organisation dans les mois et les années à venir. Merci. D'abord, merci à nos deux interlocuteurs. Je regrette que Philippe n'a pas pu rester, il était obligé de partir. Mais sachez que Philippe et moi-même vous remercions les uns et les autres, et à commencer donc par Dominique et par Yves pour leur intervention. Vous êtes partis sur une base qui était déjà un tout petit peu qui nous a taquinés, mais alors avec Yves, le spectacle est parfait, il a rebondi dessus et il nous a donné sa théorie. Mais grâce à ces interventions-là, ça suscite chez vous des réactions. Et c'est bien ce qu'il faut faire sous la houlette, effectivement, de Gilles. C'est bien ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans une table ronde où on a des esprits extrêmement qualifiés et à qui on demande d'intervenir. Parce que, finalement, personne ne détient la vérité. Personne. Mais dans l'échange, dans le dialogue, et TDIE se place dans cette situation-là pour qu'on échange et pour qu'on puisse rebondir. Alors, ce qu'on a compris, c'est que je ne sais pas si c'est 23, j'y crois pas, moi non plus, je préfère 13. Est-ce que c'est 8? Je suis plus sceptique là-dessus. Donc on ne va pas se battre sur les chiffres. Mais là où nous n'allons pas nous battre, vous allez voir que demain, les régions, bien entendu, vont prendre 3, 4, 5 ans peut-être pour se mettre en ordre de marche, parce qu'il va falloir fusionner, et on sait que ça, c'est très difficile. Mais je prends là aussi un autre pari. Il va y avoir des élections régionales. Et à la sortie de ces élections régionales, il va y avoir un certain nombre de régions qui vont se montrer plus compétitives que d'autres. Bon, parce qu'elles vont être plus rapides à mettre en place toute une série de schémas et d'outils pour gagner des parts de marché au niveau, sans doute, français, mais au niveau international. Eh bien, dans cette compétition, qui est une compétition mondiale, qui est une compétition nationale, qui est une compétition européenne, ce sont les plus réactifs, les plus dynamiques, ceux qui font confiance à l'intelligence et à cette ouverture. Regardez actuellement le bouleversement qui est le nôtre dans les transports. Regardez les coups de boutoir qui nous arrivent à travers Uber, par exemple, l'ubérisation de l'économie. Eh bien, qui aurait pu penser il y a 5 ans ce genre de choses? On discutait tout à l'heure avec l'un d'entre vous du rapport RUEF sur les taxis. Voilà.
Voilà, avec vous. Bon, on a Rulle réussi là où De Gaulle, dont j'ai été le ministre, a échoué. Voilà. Ensuite, vous avez eu Attali qui a échoué aussi, et là, on voit que le monde bouge. Eh bien, c'est ça, notre monde actuel. C'est un monde qui évolue jour après jour. Nous devons nous placer dans une attitude, à mon sens, à la fois de très grande ouverture intellectuelle et d'offensive. Si nous faisons ça, nous ne sommes pas plus mauvais que les autres. Je dirais même qu'on peut être aussi bien qu'eux. Merci beaucoup. Merci à vous tous.